Comment utiliser correctement Orca Slicer? C'est le sujet d'aujourd'hui et on va vous montrer comment utiliser de manière claire et rapide le slicer le plus en vogue du moment. Car si vous lancez actuellement dans l'impression 3D, c'est vraiment ce logiciel qu'il faut utiliser. Il est simple, il est performant et il propose un très grand nombre de paramètres avancés. Et pour les vieux de la vieille, les vrais printers depuis toujours, c'est aussi important de se mettre à la page en utilisant les technos du moment. Et comme d'hab, si vous souhaitez vous former ou vous perfectionner à l'impression 3D, à la gravure laser, à la modélisation ou à d'autres nouvelles technos, on propose des formations reconnues, finançables et en individuel. Allez faire un tour sur notre site, vous allez adorer. Et maintenant, je passe la main à notre cher Paul qui a réalisé ce tuto avec amour. N'hésitez pas à lui dire en commentaire qu'il fait du super taf, il est toujours un peu timide. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la partie qui va nous permettre de passer des modèles 3D aux impressions physiques, donc en fait toute la partie préparation et découpage sur le slicer. Donc là, vous pouvez le voir, je suis sur Orca Slicer, donc je viens juste d'ouvrir le logiciel, et on va ensemble préparer une pièce. Donc pour ça, déjà, lorsque vous arrivez sur cette interface par défaut, vous pouvez ajouter votre pièce. Pour ça, deux solutions. Soit vous venez ici, tout en haut à gauche, dans Fichier, et vous pouvez importer directement votre modèle. Ou sinon, vous pouvez cliquer ici, sur cette barre d'outils que vous avez donc au-dessus de votre plateau, en cliquant sur le petit plus, le petit cube avec le petit plus. Ici, donc, il vous propose d'importer directement votre fichier, enfin le fichier qui vous intéresse. Donc, il peut être au format STL ou au format 3MF. Les formats STL sont vraiment des fichiers 3D bruts, tandis que les fichiers 3MF sont des sauvegardes slicer, donc qui contiennent déjà des informations de découpage qui peuvent être pour votre machine ou pour une autre, et donc il va falloir venir adapter. Nous, on va utiliser un STL aujourd'hui, donc vraiment pour partir de zéro, et on va utiliser un support de filament, donc qui est pour les pegboards, donc c'est-à-dire pour les SCADIS que vous pouvez trouver par exemple chez Ikea ou même à imprimer sur certains sites. Donc on va le sélectionner et l'ouvrir. Et lorsqu'il arrive, voilà, donc il se positionne automatiquement sur mon plateau. Alors là, sa position, c'est le sens dans lequel il a été exporté, qui se place donc automatiquement. Vous pouvez bien évidemment le modifier ensuite. Déjà, niveau orientation, donc par rapport au plateau, on n'est pas trop mal. L'idée, lorsque vous allez importer votre pièce, c'est de ne pas avoir trop de zones de surplomb, c'est-à-dire de zones qui ne sont pas en contact avec le plateau et qui vont nécessiter de venir mettre des supports afin de stabiliser l'impression et d'éviter que ça s'imprime dans le vide, mais donc que ça chute pendant l'impression. Donc pour ça déjà, vous pouvez utiliser plusieurs outils que vous avez ici en haut. Donc une fois votre pièce sélectionnée, pour ça c'est très simple, hein. Là vous voyez par exemple elle est sélectionnée, j'ai les contours qui sont autour. Vous pouvez utiliser soit ici cette orientation automatique, donc qui va vous permettre de placer automatiquement votre pièce. Là par exemple si je l'utilise ici, vous voyez il ne se passe pas grand chose. Pour le logiciel, l'orientation est déjà la meilleure qui puisse exister pour ce genre de pièce. Si jamais toutefois vous voulez le faire à la main, vous pouvez utiliser les outils qui sont juste après ici, les 4 petits outils qu'on a là. Le premier, c'est le déplacer, donc ça vous permet juste de déplacer votre pièce sur le plateau. La rotation, qui va vous permettre donc de faire des rotations. La mise à l'échelle, éventuellement s'il faut redimensionner votre pièce ou non. Et ensuite, le placement automatique, enfin le poser sur une face, qui agit comme notre positionnement automatique, sauf que là, c'est vous qui choisissez quelle face va être en contact avec le plateau. Je m'explique. Lorsque vous cliquez dessus, votre logiciel va détecter en fait des surfaces sur votre modèle. Donc là, c'est symbolisé par ces zones blanches ici transparentes qu'on voit. Et vous allez pouvoir venir cliquer dessus afin de les poser sur le plateau. Par exemple, si je clique sur celle-ci, ça va être cette surface-là, au bout de ces supports ici, de ces accroches, qui va venir en contact avec le plateau. Par exemple, voilà. Bon, là, c'est bien évidemment pas la position la plus optimale hein, pour l'impression, déjà parce qu'elle va être très haute surtout, mais parce que vous allez avoir beaucoup de zones de surplomb. Là déjà ici en bas, et puis ici aussi, donc ça va vous demander de faire pas mal de supports pour venir stabiliser la pièce et éviter d'imprimer dans le vide, et ça va donc consommer plus de plastique et surtout mettre plus de temps à s'imprimer. Je vais revenir sur la position initiale, qui était pour moi, je pense, la meilleure qu'on pourra avoir sur ce genre de pièce. Et si vous souhaitez en imprimer plusieurs, plutôt que de réimporter directement le fichier 3D, vous pouvez également cliquer avec le clic droit sur votre pièce et remplir le plateau de copie. Voilà, donc là il va vous disposer plusieurs copies. Et si vous avez une pièce que vous souhaitez imprimer à la chaîne un peu, vous pouvez comme ça
Ça évite de venir le réimporter, replacer, etc., etc. Là, ça le fait automatiquement. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail, c'est super important pour nous de liker, commenter, partager cette vidéo. Ça permet de montrer à YouTube qu'on fait des vidéos de qualité et surtout ça nous encourage à continuer. Une fois que vos pièces sont placées, donc comme c'est le cas ici, donc là on va dire que c'est à peu près correct, on va laisser ça comme ça. On va pouvoir passer au paramétrage de notre pièce. Donc là, ça se passe ici, sur notre côté gauche, et ça se divise en 3 menus. Tout d'abord, le menu de l'imprimante, qui permet de choisir sur quelle imprimante vous allez pouvoir travailler. Si vous en avez plusieurs, vérifiez que vous êtes bien sur la bonne imprimante, avec la bonne tête de buse, bien évidemment. Donc là, par exemple, moi, c'est le cas, je vais bien imprimer sur celle-là. Et ensuite, vérifiez ici, dans l'encart filament, que vous utilisez bien le bon filament, ou les bons presets de filament. Donc moi là par exemple je suis sur le générique PLA, donc c'est de la marque Elegoo, c'est celui que j'utilise actuellement, c'est le filament standard que j'ai, donc du coup c'est le bon preset. Si jamais vous imprimez autre chose, bien évidemment il va falloir venir changer ce preset ici. Ici en dessous vous avez ensuite l'espace traitement, et c'est là que va se jouer toute votre impression, enfin tous vos paramètres d'impression. Donc tout d'abord, vous avez ici en haut deux petits menus, donc global et objet. Alors global, en fait, ça va mettre tous les paramètres, les mêmes paramètres pour tous vos objets sur votre plateau. Si vous passez en objet, vous pourrez, objet par objet, venir définir différents paramètres d'impression. Là, moi, par exemple, vu que j'imprime la même chose, je n'ai pas besoin de passer en objet, vu que je vais garder les mêmes paramètres d'impression pour chaque. Mais si jamais, par exemple, vous voulez mettre des paramètres de remplissage différents pour chaque objet, vous pouvez passer en objet comme ça et venir paramétrer chaque objet indépendamment. Idem ici, tout au bout de cette ligne, si jamais un jour vous avez besoin de toucher à certains paramètres qui ne sont pas par défaut affichés sur Orca, c'est-à-dire par exemple les paramètres de vitesse, certains paramètres un peu spécifiques comme ça, vous pouvez cocher ici « Avancer ». Ça vous fait apparaître pas mal de sous-menus en plus, et surtout ça vous donne plus la main sur l'impression. Même si les principaux paramètres, on va dire les paramètres les plus basiques, sont déjà présents ici, sans avoir le avancé de cocher. Ici en dessous, vous retrouvez un autre petit menu déroulant. Donc là par exemple, vous retrouvez vos presets d'impression, alors surtout les hauteurs de couche ici. Donc là par exemple, moi je suis en 0,20 standard. Vous voyez que j'ai un pré-réglage utilisateur qui est également en 0,20 et qui en fait que j'ai paramétré avec des vitesses d'impression un petit peu plus rapides pour imprimer du filament du PLA rapide. Donc ici, vu que j'utilise du PLA standard, je vais rester sur un 0,20 standard et je vais venir voir donc les paramètres après un peu donc menu par menu. Ici, donc, premier menu, donc c'est le menu qualité. Vous retrouvez tout ce qui va être hauteur de couche. Donc ça va être l'épaisseur de chaque couche qui va venir se poser sur le plateau. Par défaut, donc là, moi je me suis mis en 0,2, c'est-à-dire que on va avoir, en fait, chaque ligne qui va venir poser la buse sur le plateau va faire 0,2 mm d'épaisseur. Donc ça, vous pouvez venir le modifier. Vous avez la hauteur de couche standard et la hauteur de couche initiale. La hauteur de couche initiale, c'est vraiment la première couche qui va se poser sur le plateau. Si vous allez voir, si jamais vous baissez un petit peu ces paramètres-là, par exemple si je passe en 0,12, on va dire, ma hauteur de couche initiale reste en 0,2, elle reste assez épaisse. En fait, ça c'est surtout pour maximiser l'accroche plateau et avoir une stabilité d'impression assez élevée. Donc je vous déconseille de trop le diminuer, et si jamais vous restez voilà, en 0,20, vous pouvez le laisser en 0,20. Ici ensuite, vous allez avoir la couture, donc ça va être en fait la position de la buse qu'elle va avoir à chaque changement de couche, là où elle va reprendre l'impression. Par défaut, on est en aligné, ça veut dire qu'elle va avoir tendance à essayer de se mettre sur des coins ou des angles, par exemple ici. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier, ou non. Voilà, c'est suivant votre expérience avec l'impression, est-ce que vous trouvez que la couture est trop visible ou pas assez ? Si jamais vous voulez choisir de venir la placer sur votre impression, vous pouvez. C'est-à-dire que à ce stade-là, vous pouvez sélectionner une de vos pièces ou toutes vos pièces, peu importe. Par exemple, moi je vais sélectionner uniquement celle-ci et venir choisir où vous allez mettre votre couture. Avec ici cet outil, la peinture de couture. Là, donc lorsque vous le sélectionnez, vous voyez que vous avez donc la forme du pinceau. Donc moi par exemple je vais rester en cercle, c'est-à-dire que ça va me permettre de peindre un peu, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais autour de ma souris j'ai un espèce de cercle en pointillé qui va me permettre de venir peindre sur ma pièce directement.
Et ensuite, la taille du pinceau, donc ça c'est vraiment la taille de mon cercle autour de ma souris, ici. La vue en coupe, donc ça c'est pour voir en coupe mon objet. Et ici, le petit menu vertical, ça c'est pour rester vraiment sur une ligne bien verticale. Donc là par exemple on peut le cocher. Et ensuite je viens cliquer donc tout simplement sur mon objet. Et voilà, je viens peindre là où je veux placer ma couture. Donc là je l'ai fait avec le clic gauche, ça me fait une ligne verte. Si je le fais avec le clic droit, ça me fait une ligne rouge. Donc la ligne verte symbolise vraiment là où je souhaite avoir ma couture. La ligne rouge, là où je ne veux surtout pas qu'elle soit. Voilà, donc vous pouvez venir utiliser cet outil directement pour venir positionner votre couture, ou vous pouvez laisser le logiciel faire, donc de manière, voilà, lui il va essayer de calculer là où ce serait le mieux qu'elle soit, de façon à ce qu'elle soit le moins visible, et en aligner, donc de façon à ce que les points, enfin la reprise, se suivent de couche en couche. Les paramètres ici en dessous, on ne va pas y toucher pour l'instant, et on va plutôt passer directement à la solidité. Donc là, la solidité, c'est là où vous allez régler tout ce qui va être le remplissage de votre pièce et surtout l'épaisseur des parois, donc entre l'extérieur vraiment de votre modèle et le remplissage interne. Là, ça se divise en deux parties, les parois et les coques. Les parois, c'est vraiment tout ce qui va être vertical, donc c'est-à-dire ici par exemple sur mon modèle, c'est toutes ces parois ici. Les coques, ça va être plus le dessus, ici, ou encore le dessous. Voilà. Alors pour que ce soit plus simple, je vais faire un découpage de ma pièce, et on va regarder ça. Là par exemple, on voit que j'ai 3 parois. Donc si je fais un découpage ici, en haut à droite, voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc là vous voyez en fait tous les trajets que va faire ma buse. Et ici vous voyez une paroi en orange, une paroi externe, et en jaune, 2 parois internes. Donc ça fait bien 3 parois. Pour calculer l'épaisseur de votre paroi, ça c'est à multiplier par le diamètre de votre buse. Donc là par exemple j'ai une buse de 0,4, donc chaque ligne qui va être posée fait 0,4, et 0,4 x 3, donc j'ai 1,20 mm de paroi. Si je veux avoir plus d'épaisseur, juste à augmenter le nombre de parois, ou à le diminuer dans le cas inverse. Ici pareil pour les coques, donc là par exemple on voit que j'ai des motifs de surface supérieure. Alors ça c'est vraiment le motif en fait que va faire ma buse pour remplir mes surfaces supérieures et mes surfaces inférieures, donc ici et ici. Et ensuite le nombre de coques, donc le nombre en fait de couches qui vont être considérées comme des coques supérieures ou des coques inférieures. Là par exemple on voit que pour les coques supérieures j'en ai 4. Donc si je reviens un petit peu grâce à ceci ici sur la droite qui va me permettre de revenir dans mon impression. Donc j'ai une première coque, donc ma coque extérieure ici en rouge. Une coque intérieure en violet. Une deuxième coque intérieure. Et enfin une quatrième. Donc là on est sur les coques supérieures, j'en ai 4. Et si je continue, hop, j'arrive au remplissage. Ça fonctionne exactement de la même manière pour en dessous. Donc là par exemple, j'aurai 3 coques ici, vu que j'ai un nombre de coques inférieur qui est de 3. Ça, c'est pareil, vous pouvez le toucher si jamais vous souhaitez augmenter un petit peu la solidité, enfin l'épaisseur des parois de votre pièce. Ça vaut aussi si jamais vous imprimez un plastique transparent et que vous souhaitez donc jouer un peu sur l'opacité de ce plastique, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de coques. Dernière chose au niveau des coques, surtout au niveau du motif inférieur, donc c'est le motif d'impression inférieur, qui par défaut, pareil, est en monotone, donc c'est-à-dire qu'en fait votre buse va faire des allers-retours, comme ça ici en diagonale. Vous pouvez le changer si jamais vous avez des problèmes d'accroche au plateau, pour venir le passer en concentrique. Ça diminue légèrement cet effet comme ça cet effet de warping. Donc si jamais vous avez des soucis, ça peut être une solution. C'est pas forcément la meilleure, mais c'est déjà une première piste. Ici ensuite, ce qui va vous permettre aussi de gérer donc la solidité de votre pièce, c'est tout simplement le remplissage. Vous avez une densité et un motif de remplissage surtout. Donc la densité, c'est juste à quel point votre pièce va être remplie et avec quel motif. Vous avez tout un tas de motifs différents qui sont plus ou moins résistants. Par défaut, en fait, vous avez 2 grandes familles de motifs. Le motif donc 2D qu'on va appeler et le motif 3D. Alors en fait, ça vient juste du fait que lorsque vous regardez votre pièce comme ça, en vue de dessus, on va se mettre à l'intérieur, et que par exemple, on va passer en motif en grille, qui est un motif vraiment très standard, et qu'on va refaire un découpage.
Voilà, là on a l'impression en fait que notre motif est à plat. Donc ça c'est un motif vraiment 2D. La grille c'est vraiment le motif qui est le bon compromis entre peu de consommation de plastique et une assez bonne résistance. Si jamais vous voulez passer à quelque chose d'un peu plus résistant, les motifs 3D, donc sur lesquels on n'aura pas l'impression qu'ils sont à plat, sont légèrement plus résistants. Ça dépend desquels, mais je vous conseille de passer en cubique adaptatif, si jamais vous souhaitez une pièce beaucoup plus solide, un peu plus solide. Et éventuellement, si jamais vous avez besoin de plus de solidité encore, passez en gyroïde ou en nid d'abeille 3D ici. Donc ils sont des motifs qui sont assez gourmands par contre en termes de plastique, mais qui vous assurent vraiment une pièce solide, plus solide que du moins si elle était faite en cubique adaptatif ou en grille. Je vais revenir sur mon onglet préparé ici, et on va pouvoir passer au support. Alors moi là j'ai pas tant de parties qui vont être imprimées dans le vide, en fait j'ai seulement ici ces accroches. Hop. Voilà, ces petites zones ici. Alors ça pour le coup, il va quand même falloir placer des supports sur ces zones-là. Donc, première étape, activer les supports. Ensuite, choisir le type de support que l'on souhaite. Par défaut, vous avez 2 types de supports. En réalité 4, mais c'est vraiment 2 familles. Les normaux ou les arborescents. Les normaux sont des supports en grille, donc en fait en tour. Voilà, qui vont être comme ceci. En fait, qui partent vraiment droit et qui vont soutenir la zone qu'il y a dans le vide. Sur des pièces techniques comme celle que je suis en train d'imprimer, vous pouvez laisser les supports comme ça. Ça, c'est pas un problème. Sur des pièces par contre qui vont avoir besoin d'un peu plus de finesse ou qui vont être des pièces un peu d'exposition, de décoration, où vous voulez minimiser les traces que vont laisser les supports sur le modèle, vous pouvez passer en support arborescent. Les supports arborescents, ça fait des espèces de tentacules. Voilà, comme ceci. Et en fait, ça minimise la zone de contact entre votre support et le modèle. Et donc ça a tendance à laisser moins de traces, et donc vous aurez moins après besoin de venir poncer ou nettoyer le modèle. Ça, c'est vraiment en fonction du type de pièce et surtout de la zone à soutenir. Si vous avez vraiment une grosse zone à soutenir, il va falloir adapter aussi les supports en fonction de ça. Les supports normaux vont peut-être être un peu plus résistants. Ça dépend beaucoup du type de pièce que vous allez faire. Là, moi, je vais rester sur des supports normaux. Et ensuite, vous pouvez régler l'angle de seuil. Alors moi, ici, c'est pas très... il n'y a pas forcément grand-chose à régler, vu qu'en fait, c'est vraiment des zones à plat vers le bas. Donc, c'est des zones à 90 degrés à supporter. Mais si jamais vous avez, encore une fois, par exemple, un buste ou n'importe quoi, vous pouvez venir baisser ou augmenter l'angle de seuil pour venir placer vos supports plus ou moins tard sur l'impression. C'est-à-dire que, par exemple, si vous baissez cet angle de seuil, vous allez avoir des supports qui vont supporter des zones qui prennent plus d'angle par rapport au plateau. Et alors que si vous augmentez l'angle, au contraire, du coup les supports vont arriver plus tôt. Ça dépend beaucoup encore une fois du type de pièce et surtout du remplissage que vous allez mettre à l'intérieur. Vu que du coup, si vous avez plus de remplissage, il va y avoir plus de poids et donc peut-être qu'il va falloir mettre des supports un petit peu plus tôt. C'est pareil, ça c'est à vous de juger, en fonction de la pièce vraiment que vous êtes en train de faire. La dernière option ici sur le plateau uniquement, ça vous permet de choisir que les supports ne vont partir que de votre plateau. C'est-à-dire que si vous avez des supports normaux, donc qui sont droits, et que vous avez une zone à supporter en dessous, donc par exemple de cette zone-là ici, les supports, si vous avez l'option cochée sur le plateau uniquement, ne partiront pas de cette zone-là. Donc c'est pareil, ça vous fait moins de zones à nettoyer une fois l'impression terminée, vu que vous n'avez pas de support à décoller d'une partie de votre modèle. Donc là, moi, je vais laisser comme ça. Ça me fait des supports juste sous les zones déjà qui en demandent, donc c'est parfait. Et ensuite, on va passer dans le menu Autre, le dernier. Donc lui, pareil, c'est surtout des options en plus de l'impression. Donc par exemple, vous retrouvez ici la jupe. Alors la jupe, c'est ça, ici. Donc c'est en fait ce que vous retrouvez, ce petit trait vert. Alors en fait, c'est quelque chose qui va être la première chose déjà que votre imprimante va faire avant de commencer vos modèles. Et ça permet de limiter les courants d'air sur les premières couches. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Est-ce que vous l'estimez utile ou pas? En général, je vous avoue que moi je le laisse, surtout parce que c'est une des premières choses que je regarde s'imprimer, et si déjà l'imprimante commence à faire n'importe quoi à ce moment-là, ou que je vois que la buse a tendance à un peu se boucher ou quoi, j'arrête l'impression directement. Là, ça va pas forcément protéger vraiment vos modèles.
C'est plus pour faire une sorte de purge de la buse et voilà, un commencement d'impression. Ce qui par contre va permettre d'éviter le warping sur vos pièces, ça va être aussi les bordures. Là par exemple vous voyez qu'elle est en automatique et il m'en a placé une. C'est tout ce que vous voyez en bleu ici. En fait c'est quelque chose qui va se placer autour de votre modèle et qui va venir empêcher le décollement. Si jamais il doit y en avoir, ce sera plutôt la bordure qui va se décoller et pas votre pièce. Donc par contre, ça vous oblige, après l'impression, à venir, pareil, découper comme ça, et enlever la bordure, qui peut laisser quelques marques aussi, donc à venir nettoyer par derrière. À vous de voir, est-ce que vous avez des soucis voilà, à ce niveau-là de décollement ou pas, et est-ce que ça vaut le coup d'en mettre une, ou est-ce que ça fera trop de travail après à tout nettoyer et à tout enlever. La tour de purge et les options de purge, ça c'est surtout pour les imprimantes multifilaments, donc c'est lorsque vous allez utiliser plusieurs filaments sur une même imprimante. Donc nous c'est pas notre cas ici, donc ça ne nous concerne pas. Et enfin les modes spéciaux, ça c'est des modes à activer, donc suivant ce que vous faites. Par exemple, donc ici la séquence d'impression, donc là on est par couche. Donc ça va vous permettre en fait d'imprimer vraiment vos modèles couche par couche. Il va sur les 3 modèles différents imprimer donc couche après couche. Si jamais vous passez par objet, il va faire totalement un des objets avant de passer au deuxième. Soyez assez prudent avec cette option-là, puisqu'en fait ça peut générer des erreurs dans le parcours de la buse, lorsqu'elle va imprimer vos pièces. Donc voilà, faites juste attention à ça. Ici, le vase spirale, ça c'est pour en fait imprimer toutes vos parois extérieures d'un seul tenant, donc sans couture. Pareil, ça c'est une option dont vous pouvez avoir besoin. Et la surface irrégulière, ça va créer en fait une espèce de vibration dans votre buse lorsqu'elle va imprimer vos objets. Par exemple, donc là je vais mettre une surface irrégulière sur toutes les parois. Et voilà. Donc vous voyez en fait ça fait comme vibrer la paroi, enfin l'impression de la paroi extérieure. Ça crée un petit peu de matière. Ça peut avoir un rendu assez joli sur certaines impressions. Pareil, c'est un mode spécial, donc à vous de voir si vous en avez besoin ou non. Une fois donc que tout ça est correctement paramétré, vous pouvez venir ici tout en haut à droite, faire un découpage du plateau. Donc là, il vous prépare en fait le parcours de la buse, et donc tout ce qu'elle va imprimer. Vous retrouvez ici, en bas à droite, tout votre G-code. Donc en fait, ça c'est tous les ordres qui vont être lus par votre imprimante et qui vont donc dire à la buse d'aller à telle coordonnée, d'imprimer, de se relever, etc. Ici en haut, vous avez le détail de votre impression avec toutes les parties donc, qui vont être imprimées, à chaque fois avec le temps, le pourcentage de l'impression que ça prend, le nombre de filaments, le grammage, etc. Et un récap total juste en dessous ici. Avec donc, là par exemple, pour imprimer ces 3 pièces-là, j'aurais besoin de 33,83 mètres de filament pour à peu près 101 grammes. Voilà, et ça me coûtera 2,02 € au prix où j'achète le filament actuellement. Il y en a pour 12 heures d'impression, 12h10. Donc voilà. Et si ça vous va, eh bien, il ne vous reste plus qu'à exporter le fichier G-code, le mettre sur votre clé USB et l'envoyer directement sur votre machine. Si vous avez des questions sur Orca Slicer ou si vous avez besoin de précision sur certains points, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on essayera de vous répondre. Et je vous rappelle que si vous souhaitez vous former ou vous perfectionner en impression 3D, on propose des formations reconnues, finançables et en individuel. Allez voir notre site pour plus d'infos. Allez, à très vite.